bagnole, car ça c'est de la bagnole. Ça n'est pas du taco, j'ai une auto. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ça n'est pas du taco, j'ai une auto. Une soirée que nous avons finalement eu la volonté de maintenir, tant il nous semblait essentiel de marquer le coup. Parce que cette usine a complètement transformé notre territoire, qu'elle est inscrite dans l'ADN de la vallée de la Seine. Parce que dans le contexte actuel si délicat de l'automobile en France, la mise en valeur d'un patrimoine industriel apparaissait comme une nécessité absolue. Parce que cette soirée était aussi l'occasion de rendre hommage à des hommes et à des femmes à travers un aperçu de 60 ans de mémoire ouvrière. Quand j'ai fait mes demandes pour rentrer à Flins, à cette époque-là, je travaillais dans un petit garage près de Chambourcy. Et c'était en juin 53 et j'étais payé 20 000 francs. Et la proposition chez Renault, c'était 60 000 francs. 60 000 au lieu de 20 000. Et je leur ai montré à mes patrons pour leur expliquer. Et j'étais pourtant bien chez eux, un vrai coq en pâte, presque le fils des patrons. J'étais bien vu là-bas. Et ils m'ont dit, écoute, nous on peut pas te donner ça, si tu veux, il faut y aller. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Renault, tu vois. 60 000 francs en 53. Mon mari, il en revenait pas. Je commençais et j'avais le même salaire que lui. Il était contremaître dans sa boîte avec 20 ans d'ancienneté. Il n'en revenait pas. J'ai commencé ma carrière chez Renault par l'école d'apprentissage en 1953. C'était une préparation qui me satisfaisait parce qu'il n'y avait pas d'échec scolaire. On choisissait d'y aller pour ça. Il n'y avait pas d'échec. On y restait 3 ou 4 ans et on apprenait un métier. Et puis le grand avantage de cette école d'apprentissage, c'est que les gens qui étaient devenus managers chez Renault, ils étaient tout d'abord passés par cette école. Alors, ils étaient tous formés au métier et ils en connaissaient vraiment les bases et les réalités. On pouvait être logé et même on pouvait acheter un petit bout de terrain. Tout était Renault, hein, c'était incroyable. C'est vrai que ça fait un peu paternaliste, mais quand même. Ça n'existe plus, ça. Un employeur qui fait tout pour vous faciliter la vie. Il y avait dans cette usine une sacrée camaraderie. Une camaraderie un peu virile parfois, pas toujours très raffinée, mais oui, je peux le dire et le redire, on y vivait bien entre copains. Il y avait toujours quelque chose de nouveau chez Renault, qu'on arrivait à faire avant les autres. Que Renault arrive à gagner par exemple en circuit, que ce soit au Mans, en Formule 1 ou en rallye à Monte-Carlo par exemple. Les gars, même s'ils étaient à la chaîne, eh ben ils étaient fiers, sacrément fiers. J'ai rencontré des gens merveilleux chez Renault. Il faut parler de ça, de l'aspect humain. Oui, j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai eu des directeurs d'usine extraordinaires, des gens avec qui c'était un vrai bonheur de travailler. C'est ça, je crois, qui a été ma plus grande satisfaction pendant toutes ces années chez Renault. Venir le matin à 7h30, rester jusqu'à 20h et travailler avec plaisir. Même si c'était dur, bien sûr, même si c'était fatigant, même s'il y avait des problèmes, des difficultés, parce qu'on avait une bonne ambiance, un objectif commun, une ambition commune. La boîte Renault, c'était notre vie. Je crois qu'on se serait donné corps et âme. Moi, j'ai passé des 12 heures, des 14 heures dans l'usine. On changeait des chaînes, on m'avait mis en balancelle. J'ai passé des journées entières, des nuits. Ma femme me cherchait partout. La voiture, c'est un des produits les plus sophistiqués à monter, vu la complexité des pièces. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2500 références dans une voiture. Et encore, je mets de côté la visserie, la boulonnerie ou la quincaillerie.
Croyez-moi, vous ne trouvez pas beaucoup de produits avec plus de 1500 références. Vous en trouvez très peu. Une voiture, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je monte dans une voiture, vous voyez, je caresse un pavillon, un montant de caisse, le pare-brise, n'importe quoi, un siège. Oui, c'est quelque chose de formidable. Des vacances qui traversent la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Provence. Au début des années 70, je crois, il y a eu une grande grève des immigrés. La plupart des camarades africains et arabes n'avaient pas leur famille en France et ils pouvaient l'avoir que l'été. Alors ils ont demandé, en plus des vacances, d'avoir un congé sans solde pour pouvoir rester plus longtemps au pays. La direction a refusé et c'est pour ça qu'il y a eu cette grève. Et on a réussi à obtenir que tous les ouvriers venus de pays qui n'avaient pas de frontières avec la France aient droit à une 5e semaine de congé et à 1 mois de congé sans solde. Donc les Portugais y avaient droit, mais pas les Français, ni les Espagnols, puisqu'ils ont une frontière avec la France. Alors, je me souviens qu'on rigolait, qu'on se moquait d'eux. Bah alors, t'as 4 semaines de vacances, toi? Parce qu'ils n'avaient pas bougé pendant la grève. Moi, je vis de l'argent que j'ai gagné en France. C'est pour la France que j'ai travaillé. Alors, c'est pas les Brésiliens qui sont comme des frères, c'est la France. D'ailleurs, j'ai pas envie de retourner vivre au Portugal. Je suis arrivé en France à 18 ans. La France, pour moi, c'est une deuxième patrie. Aujourd'hui, je vais dans n'importe quel village, je trouve des copains partout. C'est pas le cas là-bas. Au milieu de la nuit, en catimini, il va la mort et pas la sourire. On s'en ira toute la nuit, danser le calypso en Italie. Et on va Le problème, c'était la quantité de pièces. C'était la source de conflits permanents entre le salarié et sa hiérarchie. Des discussions de marchands de tapis. Il fallait produire tant de pièces à l'heure, et c'était toujours source de conflits. Parce que la direction en exigeait toujours plus. En fait, il y avait un chronomètre qui calculait tous nos gestes au centième de seconde. J'avais vu les temps modernes, le film de Chaplin, avant de venir. Bah là, c'était du live. Je me suis retrouvée à la chaîne et j'en ai bavé. Vraiment. Nous étions au rendement et c'était minute par minute. On avait une petite fiche qu'on nous donnait tous les jours pour marquer le nombre d'heures que l'on faisait. Et si vous manquez rien qu'une minute ou deux, vous étiez appelé tout de suite au bureau. Et c'est sûr que j'ai fait des dépressions, parce que j'en pouvais plus. Alors non, je ne peux pas dire que Renault m'ait apporté grand-chose professionnellement. Pour nous, c'était la chaîne, et encore la chaîne. Il fallait gagner sa vie. Pour faire un autre métier, il aurait fallu faire des formations. Mais pour avoir une formation, j'aurais eu besoin de l'aide de mes parents. Alors, sans formation, chez Renault, on était à la chaîne. On n'avait pas le choix, c'est tout. Et en ce qui concerne les gestes, la répétition des gestes, la façon de s'organiser dans son propre travail, on arrive toujours à bricoler pour être plus rationnel, pour gagner du temps, pour être plus efficace. Mais pas pour que cette efficacité se retourne contre nous. Alors les patrons le savent bien. Mais les ouvriers qui sont à la cadence, ils ont tous des méthodes de camouflage pour que le temps qu'ils gagnent ne leur soit pas volé. Ça montre bien que les ouvriers ont une intelligence assez importante de l'organisation du travail, qu'ils savent bien comment on pourrait améliorer la production. Mais ils savent aussi que s'ils le montrent, ça va se retourner contre eux. Alors ils mettent en place ces stratégies de camouflage, ils finissent un peu plus tôt sans rien dire, ils se gagnent un petit espace de liberté. D'une certaine façon, ils ont l'impression de maîtriser leur vie en maîtrisant un petit peu de ce temps, en évitant que le patron vienne récupérer ce temps pour augmenter encore les cadences. No, it isn't easy, trying to find the warranty right.
souvenirs douloureux, des accidents très graves. Celui qui m'a marqué le plus est celui qui a eu lieu au retour du 1er mai. En fait, on n'arrêtait pas complètement la presse les jours chômés parce qu'il fallait du rendement. Si on arrêtait complètement, il paraît que ça entraînait des soucis. Et on mettait des chandelles pour soutenir la presse. Pas seulement c'était mal mis, je sais pas. Toujours est-il qu'à un moment donné, ils étaient à 2 monteurs. Il y en a un qui s'est mis à crier « Mais sauve-toi, sauve-toi !» Lui s'est sauvé, son compagnon, non. Il s'est pas sauvé, il a été écrasé par la presse, c'était horrible. La grève, c'est pas par plaisir. Les choses tombent comme ça, il faut revendiquer. Des fois, c'est les conditions de travail, des fois, c'est les salaires, des fois, il y a des camarades qui sont sanctionnés pour rien du tout, qui n'arrivaient pas à faire des cadences, donc ils recevaient des avertissements. Mais c'est pas vrai. C'est vrai que tu fais des fautes, mais il n'y a personne qui fait un accident par choix. C'est pas vrai. Les cadences, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Faut pas dire qu'on fait pas la cadence parce qu'on veut pas travailler. C'est pas vrai. Les premiers grands mouvements, c'était en 1957. Ça concernait l'écart et la venue des salariés à l'usine. C'est des actions qui ont été victorieuses parce que la direction ne pouvait pas faire grand-chose. Quand les gens ont commencé à dire qu'ils ne viendraient pas à l'usine si jamais les conditions de transport ne s'amélioraient pas, les conditions de prise en charge, le nombre de cars, etc. Il y a une période de trouble important aussi en 60-61, parce qu'il y a eu l'échec de la Dauphine, notamment aux États-Unis. Alors ça a entraîné près de 3000 licenciements chez Renault, dont 600 sur Flins. Il n'y a pas eu directement de conflit au début, mais c'est venu après, quand il y a eu la suppression de la prime de bénéfice. Et il y a eu 2 grandes grèves. À chaque fois, plusieurs dizaines de grévistes ont été licenciés. Et tous ces événements, ça a été un véritable choc pour Flins. Et ça va sérieusement changer une partie de la réputation de cette usine modèle. Il y a des avantages et des inconvénients sur le plan humain. Maintenant, c'est la machine qui vient faire le travail qui auparavant a été fait, je vais pas dire par une armée de gens, mais par un bon nombre en tout cas. J'ai connu l'époque où il y avait 4-5 personnes qui étaient sous la voiture, à monter des pièces, à monter le propulseur, la boîte de vitesse. Tout ça, c'était des opérations délicates, fatigantes, dangereuses aussi. Les gens avaient les bras en l'air toute la journée. C'était pas bon pour le cœur. Alors, l'automatisme a permis de ne plus faire des travaux pénibles et risqués par des hommes. Mais la contrepartie, c'est que ça vient remplacer des gens. Ça baisse sérieusement le nombre de personnes nécessaires pour monter une voiture. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrétaire. Et on travaille avec les ordinateurs. Ça se passe comme ça maintenant. Je t'envoie un mail, on se voit plus, on se parle plus, on est à 3 mètres l'un de l'autre. On s'envoie des emails. Et quand on envoie un, il y a 10 réponses derrière. Et on ne sait plus qui fait quoi, comment. Et il n'y a plus le moindre échange humain. C'est qu'on a recentré la présence du personnel dans l'entreprise sur le travail. Et rien que sur le travail. Avant, on mangeait ensemble. Il y avait la restauration collective. On faisait du sport ensemble. Il y avait tout un tas de choses qui fédéraient un peu l'usine de Flins. Aujourd'hui, non. Les repas sont pris à l'extérieur. Vous arrivez à 8h, vous repartez, et voilà, c'est fini, plus rien. Il n'y a plus qu'une chaîne en service, et elle ne tourne même pas plein pot. On produit au maximum 600-700 véhicules jour. Et il reste à peine un peu plus de 3000 salariés dans notre usine. Et encore, il faut préciser qu'une bonne partie maintenant sont des intérimaires, qui peuvent disparaître du jour au lendemain, qui ne peuvent pas avoir la même implication. Mais en réalité, on n'en sait rien de l'avenir. Rien, vraiment rien. Parce qu'on est rentré dans une phase du capitalisme qui est proche de la folie. Alors, ce que Flins va devenir, c'est difficile à dire.
Même quand il y a des investissements forts qui sont faits, on sait très bien que le lendemain, ça peut fermer. On a eu plusieurs exemples. On est à l'abri de rien. Aujourd'hui, PSA est en train de fermer à Aulnay. Et Flin, ça fait très longtemps qu'on en parle. Tiens, vous connaissez la blague de l'agent immobilier qui présente un appartement juste devant l'usine? Il dit à ses clients, bah oui, il y a l'usine en face, c'est pas terrible, mais vous inquiétez pas, demain, il n'y aura plus rien. J'en ai fait quand j'y pense aujourd'hui. Sur ma mode, je m'ennuie en matière. J'en ai fait des virées quand j'y repense aujourd'hui. Sur ma mode, je m'ennuie. Sur ma mode, je m'ennuie.